voici une vidéo. Dans les 15 premières minutes seront destinées à l'expression française. Alors, nous allons voir le discours narratif. Durant ce quart d'heure, nous allons rappeler les points les plus importants. Alors, expression écrite, le discours narratif. Voilà. Alors, nous allons voilà. Alors les objectifs, c'est reconnaître le discours narratif, savoir utiliser les principaux outils d'analyse relatifs au genre narratif. Voilà, alors ça c'est pour ce qui est des objectifs. Le discours narratif permet de contrôler, de raconter une suite d'événements réels. Récit historique, récit autobiographique, narration d'expériences personnelles, ou encore imaginaire, comme les contes, légendes, fables, nouvelles ou romans fantastiques, se déroulant dans un temps donné. Alors l'histoire présente un ou plusieurs personnages et il est raconté par un narrateur. Alors voilà pour la première partie. Alors nous allons poursuivre avec l'organisation du discours narratif. Alors je vais commencer par effectuer un copier-coller. Alors pour résumer, voilà, alors voilà ce que nous venons d'effectuer comme travail et comme rappel. Donc nous en sommes maintenant à l'organisation du discours narratif. Pour construire un récit cohérent, il faut prévoir 5 étapes. Alors, elle donne au lecteur les indications indispensables pour comprendre une histoire et en suivre le déroulement. La situation initiale, l'élément modificateur, les péripéties, l'élément de résolution et la situation finale. Alors nous allons voir successivement dans cet ordre la situation initiale, l'élément modificateur ou perturbateur, les péripéties, et pour terminer l'élément de résolution ou élément réparateur et la situation finale. Alors, pour commencer, la situation initiale. Elle donne des informations au lecteur en exposant qui est le héros ou le personnage principal, où et quand l'action se déroule. Le temps verbal utilisé est l'imparfait pour présenter les circonstances, l'arrière-plan de l'histoire. Alors, exemple, il était une fois une veuve qui avait 2 filles. L'aînée lui ressemblait si fort, d'humeur et de visage, que qui la voyait la mère. Elles étaient toutes deux si désagréables et si orgueilleuses qu'on ne pouvait vivre avec elles. Alors, c'est une citation extraite de Charles Perrault, lycée 1697. Alors nous passons au deuxième point, l'élément modificateur ou perturbateur. Alors il est l'élément qui enclenche le récit et modifie la situation initiale. Le lecteur est averti par un signal qui peut être un alinéa, un passage de l'imparfait au passé simple ou une notation temporelle comme, par exemple, un jour, un matin, soudain, tout à coup, etc. Alors, je donne un exemple. Un jour, qu'elle était à cette fontaine, il vint à elle une pauvre femme qui la pria de lui donner à boire. Alors les termes à souligner sont ici un jour, qui vint et la pria. Alors,
Alors, ceci était pour le paragraphe portant sur l'événement modificateur ou perturbateur. Nous en venons au troisième point, les péripéties. Elles sont des actions grâce auxquelles le héros accomplit sa quête. Elles se succèdent chronologiquement. Encore un exemple. Les deux sœurs vont servir la pauvre femme, l'une avec courtoisie, l'autre dans l'indifférence. La vieille étant chiffrée, elle attribue des dons aux jeunes femmes. L'une crache des perles en parlant, l'autre des bêtes. Alors voici pour le paragraphe portant sur les péripéties. Alors il reste encore deux paragraphes, le suivant étant l'élément de résolution ou élément réparateur. C'est l'événement qui clôt le récit et qui vient rétablir un équilibre. Il s'agit d'un événement qui stabilise la situation. Un élément qui stabilise la situation. Alors, voilà. Je répète, donc l'élément résolution est ou élément réparateur, c'est l'événement qui clôt le récit et qui vient rétablir un équilibre. Il s'agit d'un événement qui stabilise la situation. Alors, je donne un exemple. Le fils du roi apparaît et tombe amoureux de la cadette. Alors, je répète, le fils du roi apparaît et tombe amoureux de la cadette. Ceci pour ceux qui n'auraient pas bien compris lors de la première lecture. Alors, on en arrive à la fin de ce chapitre, et donc dernier paragraphe, s'intitulant cette fois la situation finale. C'est le retour à une situation stable, mais différente de la situation initiale, qui répond aux questions que se pose le lecteur à la fin du récit sur le sort des personnages. Voilà, alors, je vais mettre les points également. Et avant de vous donner un exemple. Alors, exemple, la cadette épouse le prince, l'aîné meurt seul au coin d'un bois. Alors, on en arrive à un schéma qui résume les points importants que l'on a abordés ici. Alors, le voici sous ce schéma, dont j'espère qu'il va simplifier la compréhension pour beaucoup d'entre vous. Alors, combien d'éléments y a-t-il? Situation initiale, élément modificateur, les péripéties, éléments de résolution et situation finale. Alors, quelles sont les questions qui se posent dans la première partie? Situation initiale, qui ou quand? Arrière-plan de l'histoire tend à l'imparfait. Élément modificateur, enclenche le récit, modifie la situation initiale. Assez simple cette fois-ci, au lieu de temps à l'imparfait. Un jour soudain. On en arrive aux trois derniers éléments, les péripéties, éléments de résolution et situation finale. Alors pour les péripéties, il y a des actions successives du personnage principal. Alors, dans le cas de l'élément de résolution, il s'agit d'éléments qui clôt le récit et qui vient rétablir un équilibre. Et pour terminer, retour à une situation stable, différente de la situation initiale. Voilà, alors, voilà ce qu'il en était pour cette partie. Et nous poursuivons par un deuxième paragraphe portant sur la chronologie. Alors, la chronologie, alors, ce sont les éléments, les événements suivent un ordre chronologique, c'est-à-dire qu'ils se déroulent dans l'ordre du temps qui passe. Les indices de temps permettent de connaître l'organisation des événements. Le lundi, 2 jours plus tard, le mois suivant.
je répète des indices de temps. Lundi, 2 jours plus tard, le mois suivant. Voilà. Alors on arrive au paragraphe 3 qui s'intitule Le narrateur. Alors le narrateur est celui qui raconte l'histoire. C'est un être imaginaire. Le narrateur peut être un personnage de l'histoire. Il peut être le héros. J'ai rencontré une pauvre femme près d'une source. Citation. Un narrateur extérieur à l'histoire et qui revendique son statut de conteur. Il prend l'histoire en charge à la première personne. Exemple, je vous dirai d'écouter l'histoire de 2 jeunes femmes. Un narrateur distrait dans une narration à la troisième personne du singulier. 2 jeunes femmes allaient à la source puiser de l'eau. Voilà. On en arrive au paragraphe suivant, le paragraphe 4, portant cette fois sur les personnages. Alors, les personnages, point important. Alors, que faut-il savoir au sujet des personnages? Alors, on les appelle aussi les protagonistes ou actants. Alors, ils peuvent être des humains, des animaux ou des êtres complètement imaginaires, comme les monstres ou les fées. Généralement, ils sont décrits physiquement et moralement. Au cours de l'histoire, le héros mène l'action et cherche à réaliser sa quête. Recherche d'un but, d'une personne, d'un objet. Il rencontre au cours du récit d'autres personnages. Ceux qui vont l'aider, ce sont les adjuvants, ou ceux qui vont lui nuire, ce sont les opposants. Alors, j'indique maintenant et rappelle l'essentiel. Le discours narratif permet de raconter, à travers un narrateur inventé par l'auteur, des événements réels ou imaginaires. Il suit un schéma narratif en 5 étapes. Il suit la réalisation d'une enquête d'un héros entravé par les opposants ou accompagné par les adjuvants. Alors, je rappelle la signification d'opposant et d'adjuvant que l'on retrouve ici dans le paragraphe indiqué à l'écran. Ceux qui vont l'aider, ce sont les adjuvants, ceux qui vont lui nuire, ce sont les opposants. Donc adjuvants l'aident, les adjuvants l'aident et cette fois les opposants lui nuisent. Alors voilà pour la partie expression française. Alors je rappelle que le paragraphe portant sur l'expression française comportait 4 paragraphes, dont le 4e s'intitulait les personnages. Voilà. Alors nous allons maintenant passer à une partie histoire. Alors nous allons parler des origines de Rome à la fin de la République. Donc il faut savoir que cette partie de cours d'histoire est partagée en 3 sous-parties: Rome, sa fondation et son expansion, la République et les conquêtes romaines. Alors nous allons commencer par le premier paragraphe, Rome, sa fondation et son expansion. Alors, je vais commencer par alors, je ferme cette partie-ci, je fais la partie du cours de français, expression française, et je vais commencer par vous proposer un document, le temple dit de Romulus dans les ruines du Forum romain. Voilà. Alors voilà la partie correspondant au chapitre que nous avons développé. Alors voilà donc un premier document. Alors, premier paragraphe,
la fondation de Lurx. Alors, Lurx, c'est la cité, ou la ville. Alors, premier paragraphe, la légende. Alors, les jumeaux Romulus et Rémus sont les enfants de la Vestale, prêtresse de Vestale, déesse du foyer. Rhea, Sylvia, ou du dieu Mars, et du dieu Mars, je précise bien, et du dieu Mars, ainsi que les descendants lointains du légendaire héros troyen aîné. Alors qu'ils ne sont encore que de nouveau-nés, leur grand-oncle Amilius, qui renverse son frère Minotaure, le grand-père maternel des jumeaux, tente de les éliminer car il craint une vengeance future de deux garçons. Alors, laissé sur les bords du Tibre, pour continuer sur cette histoire de Rémus et Romulus, les jumeaux sont nourris par une louve qui recueillie par un couple de bergers. Adolescents, Romulus et Rémus tuent Amilius et rendent le trône à leur grand-père Minotaure. Ils le quittent ensuite pour aller fonder une autre cité à l'endroit où ils ont été abandonnés. Mais ne pouvant appliquer le droit d'aînesse pour désigner le souverain de la nouvelle cité, ils s'en remettent aux augures. Alors les augures, c'est typiquement romain. Alors si vous êtes dans la situation où vous ne comprenez pas un mot, vous pouvez prendre un calepin, indiquer le nom compris complètement ou totalement, et effectuer une recherche dans le dictionnaire. Alors, aussitôt arrivé sur le site de Rome, je poursuis, les deux frères se séparent, Romulus se rend sur le Palatin et Rémus sur l'Aventin, et consulte chacun de leur côté les dieux. Rémus s'aperçoit le premier qui vautour, il y voit un augure favorable pour lui, et immédiatement après, Romulus en distingue 12. Comment interpréter la réponse des dieux? Qui des deux frères doit gouverner? Celui qui le premier a vu les signes ou bien celui qui en a reçu plus? La discussion dégénère et on va terminer l'histoire de Rémus et Romulus sur ce paragraphe. Les deux frères finissent par se battre, Rémus meurt et Romulus demeure seul maître, fonde la nouvelle ville surnommée Lurx. La ville état de Rome, sur le mont Palatin vers 753 avant Jésus-Christ. Enfin, afin de peupler son territoire, le nouveau maître des lieux procède un peu plus tard à l'enlèvement des Sabines. Alors, un point important également dans l'histoire romaine. Ici, l'enlèvement des Sabines, qui avait pour objectif de peupler le territoire. Alors, tous les Romains croient à cette légende, car cela leur donne une origine à la fois divine et prestigieuse. Alors, deuxième paragraphe, ou sous-paragraphe, la version des archéologues. Alors, au début du XXe siècle, alors, je vais indiquer, c'est ça, de façon plus précise. Alors, au début du XXe siècle, des archéologues tentent de vérifier ces faits légendaires. Ils fouillent différents sites, dont les 7 collines de Rome et le Forum, petite plaine au pied du Palatin et du Capitole. Les archéologues découvrent sur le Palatin quelques restes de cabanes datant du 8e siècle avant Jésus-Christ. La légende semble donc vérifiée puisque Romulus pourrait créer Rome durant ce même siècle. Cependant, les morceaux trouvés ne nous permettent pas de certifier que Rome était une grande cité comme l'affirme la légende. En fait, Rome n'est à ses débuts qu'un petit village constitué de quelques cabanes de bergers qui se sont réfugiés en haut du Palatin pour échapper aux ennemis, aux bêtes sauvages. La cité tombe ensuite sous la domination, et je termine, des rois étrusques à partir du 6e siècle. Je répète, du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est sous cette domination que Rome devient une ville importante. Voilà.
Alors, deuxième paragraphe. Deuxième paragraphe. Alors, le rôle des Étrusques dans l'expansion de la cité. Alors, voici la première partie. Donc, je répète, le rôle des Étrusques dans l'expansion de la cité. Les Étrusques s'installent en Italie du Nord au 7e siècle avant Jésus-Christ. Ils étendent leur domination de la plaine du Pô à la côte pyrénéenne. Alors, on verra tout à l'heure, ou éventuellement à un autre moment, l'endroit où est située la côte pyrénéenne, relativement à la botte correspondant à la Rome des origines. Au début du 6e siècle, avant Jésus-Christ, pour bien maîtriser leur nouveau territoire, les Étrusques prennent possession, entre autres, des villages se trouvant sur les collines du sud de Rome. Alors, ils mettent en place sur le Capitole une garnison, c'est-à-dire une troupe de militaires, tournée vers le sud et faire de tours de surveillance. Et ils ouvrent par ailleurs sur le forum un marché à partir duquel s'organise une véritable ville appelée Rome. Alors, le forum accueille de plus en plus de monde, les résidents comme des gens de passage, et se transforme alors peu à peu en cité. Cette transformation conduit les Étrusques à réaliser progressivement des aménagements. Trois aménagements principaux: construction d'une enceinte pour protéger Rome, installation d'un égout appelé Cloaca Maxima pour évacuer les eaux usées, et pour terminer, édification du temple de Jupiter près du forum. Alors, il faut savoir que les Étrusques se sont chassés de Rome vers 509 avant Jésus-Christ par les Romains qui se révoltent contre le pouvoir en place. Alors, je vais présenter un nouveau document. Alors, portant sur les collines de Rome. Alors, voilà donc un document qui nous sert à analyser et à observer. Alors, il y a une mur d'enceinte ici, représenté par une ligne en rouge, comme on retrouve ici. Les monuments représentés par des rectangles ou un rectangle en rouge. La cloaca maximale, le grand égout, par une ligne bleue. Alors, qui va du fleuve jusqu'à une ligne pâle. Alors, ensuite, il y a les plaines, les marécages, et pour terminer, l'emplacement des premiers habitats. Alors, ça va faire que les plaines sont en surface assez importante, sur les bords du Tibre, qui n'est autre que le fleuve traversant la ville. Alors, vous avez d'autres éléments importants, représentés par exemple ici le temple de Jupiter, ou ici le forum, et ici et là des collines correspondant au Palatin et Aventin dont nous avons déjà parlé. Alors nous en arrivons au sous-paragraphe petit b, la conquête de l'Italie. À partir du 5e siècle avant Jésus-Christ et jusqu'en 264 avant Jésus-Christ, Rome engage des guerres contre ses nombreux voisins et leur impose sa domination. En combattant ses voisins, Rome vise deux objectifs: assurer sa survie politique et gagner en puissance en s'enrichissant de ses conquêtes. Rome achève la conquête de l'Italie en prenant possession de la partie sud, qui est alors aux mains des Grecs. Je vais montrer ce qui correspond à cette période. Alors je montre ce qui correspond à cette période. Voilà, donc on parle du sud de l'Italie, qui correspond à la botte, au sud de la botte. Alors, Rome achève la conquête de l'Italie en prenant possession de la partie sud, qui est alors aux mains des Grecs. Et en 264 avant Jésus-Christ, l'ensemble de la péninsule italienne est complètement dominé par les Romains. Alors, comme dans la partie expression française, pour la partie histoire, je résume rapidement
l'essentiel. Alors, je vais résumer rapidement l'essentiel. Que faut-il retenir de ce que nous avons dit jusqu'à maintenant? Alors, la naissance de Rome s'appuie sur un récit légendaire. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, Romulus, descendant lointain du héros troyen aîné, aurait fondé la cité sur le Palatin, après s'être battu avec son frère Rémus. La civilisation troyenne permet aux Romains de revendiquer une illustre ascendance et de se rattacher à la civilisation grecque dont elle se réclame. Les archéologues découvrent que la Rome du 8e siècle avant Jésus-Christ est un petit village sur le Palatin. Elle ne devient une grande ville qu'à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ, en se développant sur le site du Forum sous l'impulsion du peuple étrusque. Puis, après avoir chassé les Étrusques, les Romains se lancent dans la conquête de l'Italie. Il leur faut 2 siècles pour asseoir leur domination sur les terres conquises. Alors, il y a certains termes qui sont indiqués en gras et qui correspondent aux éléments principaux. Donc il faudra savoir se remémorer. Alors il y a 3 dates principales, 753, 509 et 264 avant Jésus-Christ, 753 avant Jésus-Christ, fondation de Rome, 509 avant Jésus-Christ, les Étrusques sont chassés de Rome, et 264 avant Jésus-Christ, Rome domine toute l'Italie. Alors voilà qui termine la partie portant sur l'histoire. Alors il nous reste une troisième et dernière partie, un dernier quart d'heure, portant cette fois sur les mathématiques 6e, les mathématiques françaises du 6e. Alors il faut savoir que les chapitres sont assez importants, que ce soit en géométrie ou en nombre et calcul. Aujourd'hui, nous allons voir un paragraphe qui interviendra également tout au long de l'année, les droites perpendiculaires. Alors, les droites perpendiculaires, pour lesquelles il faut se remémorer qu'il faudra savoir deux résultats principaux. Alors, les 2 résultats principaux sont que 2 droites sont perpendiculaires lorsque on est en mesure de placer une équerre, l'angle droit d'une équerre sur les 2 droites. Alors ça c'est ici du premier résultat. Deuxième résultat, portant sur le carré, où l'équerre doit être cette fois-ci placée en autant d'endroits que l'on veut construire d'angle droit, ici 4 pour le carré. Alors, je commence par indiquer les objectifs. Alors, quels sont les objectifs? Alors, parmi les droites séquentes, on distingue le cas particulier des droites perpendiculaires. Comment reconnaît-on et code-t-on les droites perpendiculaires? Comment et avec quels instruments les trace-t-on? Alors, premier paragraphe, les droites perpendiculaires rappellent quand 2 droites se coupent en un point haut, on dit qu'elles sont séquentes en haut. Parmi les droites séquentes, on retient le cas où l'angle formé par les 2 droites est un angle droit, c'est à 90 degrés. Dans ce cas, on dit que les droites sont perpendiculaires. Alors, les angles droits doivent être repérés grâce à une équerre ou éventuellement à un rapporteur. Alors, je donne un exemple correspondant aux droites perpendiculaires. Alors, 2 droites perpendiculaires le sont lorsque l'on a été en mesure de placer l'angle droit de l'équerre sur les 2 droites, comme indiqué ici à l'écran. On note D est perpendiculaire à D', et par un T à l'envers, un T inversé,
représente les droites perpendiculaires ou deux droites perpendiculaires. Alors, il s'agit ensuite d'être capable d'effectuer un codage afin de mieux repérer les angles droits sur un schéma. On place un petit carré dans l'angle formé par les deux droites. Voilà, alors je vais ici également profiter pour montrer le codage. Alors de quel codage s'agit-il? Un carré à l'angle de chacun des angles droits. Si j'en ai un comme ici ou là, ou si j'en ai quatre comme dans le cas d'un rectangle ou d'un carré. Alors nous en arrivons au paragraphe 2, tracé de droite perpendiculaire. Alors, nous allons travailler par l'intermédiaire d'une vidéo. On va travailler par l'intermédiaire d'une vidéo. Voilà, alors j'espère que la vidéo fonctionne, parce que alors est-ce que la vidéo fonctionne, sinon on passe à la suite du sujet. Ah voilà. Parmi les droites fréquentes, on distingue le cas particulier des droites perpendiculaires. Petit rappel. Quand deux droites se coupent en un point O, on dit qu'elles sont fréquentes en O. Parmi les droites fréquentes, on retient le cas où l'angle formé par les deux droites est un angle droit, c'est-à-dire égal à 90 degrés. Ce sont les droites perpendiculaires. Les angles droits peuvent être repérés grâce à une équerre ou éventuellement avec un rapporteur. Par exemple, soit deux droites, D et D', fréquentes en un point O. Vérifions, grâce à l'équerre, leur perpendicularité. Si les deux côtés de l'angle droit de l'équerre coïncident avec les droites D et D', alors on peut supposer que ces deux droites sont bien perpendiculaires. Sur notre schéma, les droites D et D' sont perpendiculaires. En langage mathématique, on les note D perpendiculaire à D'. Ce signe. Alors voilà la partie vidéo qui nous a rappelé les éléments principaux pour construire deux droites perpendiculaires. Alors nous remercions au passage du site de Maxicourt qui propose quelques vidéos intéressantes. Alors ce qu'il faut constater de plus, c'est que les instruments principaux à utiliser dans le cadre de la construction de droites perpendiculaires et l'équerre. Alors ça va utiliser l'équerre pour effectuer des constructions de droites perpendiculaires. Et voilà ce qui termine le cours de mathématiques.